Un gant rouge flotte dans une chambre trop grande pour lui. 2 mains d'adulte le décousent avec une patience de couturière, retirent sa bourre, ses boutons, ses fils, jusqu'à réduire une poupée à une enveloppe vide. Puis, à l'envers de tout geste rassurant, ces mêmes mains la remplissent de nouveau. Elles choisissent des cheveux bleus, cousent un imperméable jaune, posent 2 perles noires à la place des yeux. La poupée ressemble à une petite fille que nous ne connaissons pas encore. Elle est lancée par la fenêtre, dans la pluie et dans la nuit, comme un appât très ancien. Ce premier geste contient déjà toute la menace de Coraline. Quelqu'un observe une enfant de loin. Quelqu'un fabrique pour elle une version réduite de sa propre personne. Et surtout, quelqu'un sait qu'une petite fille nouvellement arrivée dans une maison triste cherchera peut-être une porte, un jeu, une attention. Le film de Henry Selick, sorti en 2009 et adapté du roman de Neil Gaiman, commence donc par un cadeau qui n'en est pas un. Avant même que Coraline Jones parle, une créature a étudié ce qui lui manque. Coraline arrive avec ses parents devant le Pink Palace, une immense maison victorienne aux murs rosés, divisée en appartements, perchée au bout d'une route mouillée. La voiture a traversé le pays depuis le Michigan. Le déménagement est censé ouvrir une nouvelle vie, mais rien, dans le premier regard de Coraline, ne ressemble à une promesse. Elle porte son imperméable jaune au milieu d'un jardin gris, le ciel est lourd, la boue colle aux bottes, et la maison paraît à la fois gigantesque et trop pleine de secrets. Elle a 11 ans, l'âge où l'on réclame encore qu'on vous accompagne dehors, mais où l'on commence aussi à détester qu'on décide à votre place. Ses parents travaillent tous les deux sur un catalogue de jardinage. Ils sont présents dans les pièces, mais absents dans les moments. Mel, sa mère, tape sans lever les yeux de son écran. Charlie, son père, croule sous les échéances et répond avec gentillesse, sans jamais vraiment arrêter ce qu'il fait. Ils n'ont rien de monstrueux. C'est précisément ce qui donne au début du film sa justesse. Ils sont débordés, anxieux à propos de l'argent, concentrés sur un travail qui doit être livré. Pourtant, pour une enfant déplacée dans une ville inconnue, leur fatigue prend la forme d'un abandon. Coraline ne demande pas un palais, elle demande une sortie, un repas qui ne ressemble pas à une expérience culinaire improvisée, une conversation qui ne soit pas interrompue par un clavier. Lorsqu'elle voudrait aller explorer la propriété, sa mère lui rappelle les règles avec une fermeté pratique. Pas de boue, pas de danger, pas d'errance. Cette interdiction banale devient le premier mur du film. Coraline est enfermée dans une maison où les adultes ne la regardent pas assez, puis on lui reproche de vouloir la quitter. Elle sort quand même parce que l'ennui est chez elle une énergie physique. Sur la pelouse détrempée, elle cherche un vieux puits que personne ne semble pressé de lui montrer. C'est là qu'elle rencontre Wiebe Lovat, le petit-fils de la propriétaire. Il arrive à vélo, trop vite, parle beaucoup, rit de son prénom comme les autres enfants auraient pu le faire. Coraline le remet à sa place immédiatement. Elle a déjà compris que la politesse, chez elle, passe après la nécessité d'exister. Wiebe a l'air d'un voisin excentrique, mais le film dès le départ comme un enfant qui connaît les limites du terrain. Il sait où se trouve le puits. Il sait aussi, sans l'expliquer encore, que le Pink Palace porte une histoire familiale que sa grand-mère préfère étouffer. À leurs pieds apparaît un chat noir, indépendant, méfiant, indifférent aux efforts humains pour lui donner un nom. Coraline essaie de l'appeler. Le chat refuse presque par principe. Dans ce monde réel, chacun garde une part de silence. Le soir, l'appartement est plus petit que la maison qui l'entoure. Une pluie fine frappe aux vitres. Les parents de Coraline continuent de travailler. Ils ne voient pas qu'elle a besoin d'un signe, même minuscule, qui lui dirait que ce lieu va devenir un foyer. Alors elle inspecte les couloirs. Elle ouvre des placards, relève des rideaux, observe les imperfections du papier peint. Le film ralentit, sans jamais insister. Une enfant qui cherche à s'occuper peut devenir une enfant qui cherche une faille. Le lendemain, le voisin du dernier étage lui donne l'impression d'être entré dans le Pink Palace par une porte entièrement différente. Monsieur Bobinski, ancien gymnaste russe à la moustache énorme, vit au milieu de ses affiches, de son costume et de ses souris savantes.
Son accent et son enthousiasme en font d'abord une figure comique. Il annonce pourtant à Coraline que les souris lui ont transmis un message « Ne pas passer par la petite porte ». L'avertissement est absurde, donc facile à rejeter. Chez Coraline, les signaux les plus importants arrivent toujours déguisés en bizarreries. À l'autre bout de la maison vivent April Spink et Myriam Forcible, deux anciennes artistes de cabaret qui se disputent affectueusement dans un appartement chargé de bibelots, de caniches et de souvenirs. Elles savent lire les feuilles de thé, ou du moins, elles jouent suffisamment bien le jeu pour que leur inquiétude ait l'air d'une blague. Elles voient un danger dans la tasse de Coraline. Elles lui offrent plus tard une petite pierre trouée, un galet avec un cercle au centre, en lui disant qu'elle servira à trouver les choses perdues. À ce moment-là, ce n'est qu'un objet de plus dans une maison remplie d'objets. Mais Coraline est un film où les cadeaux disent la vérité avant les adultes. Weeby, lui, apporte un autre cadeau. Il a trouvé dans le grenier de sa grand-mère une poupée de chiffon qui a les cheveux bleus, le même imperméable et le même visage que Coraline. Il ne comprend pas pourquoi elle existe. Coraline ne le comprend pas davantage, mais elle la garde. La poupée est immobile, douce, presque ridicule. Pourtant, son regard noir fait une chose que les yeux cousus de la créature qui l'a fabriquée savent faire parfaitement. Il regarde sans cligner. L'instant le plus discret du premier acte arrive quand Mel demande à Coraline de compter les portes et les fenêtres de l'appartement, une tâche destinée à l'occuper pendant que les adultes travaillent. Coraline exécute l'ordre avec le sérieux d'une exploratrice. Elle compte, elle note, elle vérifie. Puis elle trouve une petite porte, basse, cachée derrière un papier peint terni dans le salon. Sa mère possède une clé, l'ouvre pour lui faire plaisir. Et toutes deux découvrent un mur de briques. Rien derrière. Une fin de couloir qui n'en est pas une. Cette scène est importante parce qu'elle donne au réel sa propre petite cruauté. Les adultes ont ouvert la porte, ils ont constaté qu'elle ne mène nulle part, et ils sont retournés à leur travail. Coraline, elle, n'oublie pas. Le mur de briques devient une question qui existe seulement pour elle. C'est la différence entre un parent pressé et une enfant attentive. L'un voit un problème réglé, l'autre voit un mystère qui vient à peine de commencer. La nuit venue, la maison ne dort pas tout à fait. Coraline voit une souris traverser sa chambre, puis une autre. Elle les suit, descend les escaliers, entend leur course légère derrière les murs. Elle la guide jusqu'à la petite porte. Cette fois, lorsqu'elle tourne la clé, les briques ont disparu. À leur place s'ouvre un tunnel tapissé d'un tissu sombre, long, souple, comme une bouche qui aurait appris à paraître accueillante. Coraline hésite à peine. Pour elle, la porte représente la réponse à l'ennui, et à 11 ans, cette réponse suffit. Le passage est étroit. Elle avance à quatre pattes, ses mains touchent les parois, son imperméable jaune devient une lumière mobile dans l'obscurité. Selig ne fait pas du tunnel un simple raccourci magique. Il le rend étrangement vivant. Le sol se courbe, les murs semblent respirer, et la sortie apparaît comme une promesse de chaleur. Lorsque Coraline ressort de l'autre côté, elle se trouve dans une copie de son propre salon. Tout est à sa place, mais tout est plus net, plus coloré, mieux rangé. Même l'air semble avoir changé de température. Dans la cuisine, elle rencontre une autre mère. Le visage est celui de Mel, la voix aussi, mais deux boutons noirs remplacent ses yeux. L'autre mère sourit avec une assurance qui ne cherche jamais l'accord de Coraline. Elle sait que l'enfant vient d'arriver. Elle a préparé son plat préféré. Elle a prévu la surprise. Elle ne dit pas qu'elle a attendu. Elle le fait sentir dans chaque détail. Puis apparaît l'autre père, un double de Charlie, plus rond, plus joyeux, plus disponible. Il cuisine, plaisante, se laisse entraîner dans une petite chorégraphie ridicule. Dans l'appartement réel, Charlie ne quitte presque jamais son écran. Ici, il regarde Coraline comme si elle était la raison même de sa journée. Le piège est déjà complet, non pas parce qu'il est effrayant, mais parce qu'il répond à ses désirs avec une précision déconcertante. Le dîner est lumineux, généreux, rempli de plats que Coraline n'a pas eu à demander 2 fois. Les couleurs de la table sont chaudes, les gestes des adultes sont fluides, tout ce qui est mou et gris dans le monde réel devient rond et doré.
Ce contraste ne sert pas seulement à séduire Coraline, il nous oblige à comprendre pourquoi elle retourne vers cette porte. L'autre monde ne lui offre pas une illusion grossière. Il lui offre la version de ses parents qu'elle imagine lorsqu'elle s'endort fâchée. Cette première visite s'achève sans véritable menace. Coraline s'endort dans son autre chambre, puis se réveille dans sa chambre ordinaire, avec ses vieux meubles, le ciel gris et son père déjà au travail. Si elle raconte son aventure, personne ne la croit. Charlie suppose qu'elle a fait un rêve. Mel lui conseille de cesser de s'inventer des histoires. Leur réaction n'est pas méchante, elle est simplement trop rapide. Ils refusent un récit parce qu'ils n'ont pas le temps de l'entendre. Le lendemain, Coraline ne pense plus qu'à cela. Elle retourne auprès de Weeby, mais la conversation s'arrête lorsqu'il parle de sa grand-tante disparue. Il ne formule pas encore le nom du danger. Il sait seulement qu'une fille de la famille Lovat a disparu un jour et que sa grand-mère refuse d'évoquer son existence. La poupée, trouvée dans le grenier, appartenait à cet enfant. À partir de là, Coraline ne tient plus seulement un jouet entre les mains. Elle porte une trace d'une disparition. Chez Spink et Forcible, le présage devient plus clair. Les deux femmes regardent Coraline avec un sérieux qu'elles masquent mal sous leur geste de diva retirée de la scène. Elles parlent de danger, de porte, de mauvaise fortune. Coraline sourit, impatiente de repartir. C'est la logique même du conte. Les vieux personnages donnent un avertissement, l'héroïne l'entend, puis elle choisit de croire que l'aventure ne concerne que les autres. La petite porte s'ouvre à nouveau au crépuscule. Cette fois, l'autre monde s'est élargi. L'autre père conduit Coraline vers un jardin qui n'existe pas dehors. Les fleurs s'ouvrent dans des couleurs impossibles. Les branches se penchent, les haies dessinent son visage lorsque l'on prend de la hauteur. Le spectacle est fait pour une enfant qui voulait simplement sortir. Il lui donne la sensation que l'univers entier a été construit à son intention. Dans cette séquence, la magie n'est jamais gratuite. Chaque chose que l'autre mère montre à Coraline répond à un manque précis du monde réel. Les parents sont disponibles, le jardin est immense. Les voisins ont des talents, le repas est parfait. Le garçon d'à côté ne l'agace plus. Son double, l'autre Weeby, est silencieux, docile, entièrement tourné vers elle. Même le chat franchit le tunnel avec elle, mais il reste un chat et cette fidélité à lui-même le rend immédiatement suspect aux yeux de la maîtresse des lieux. Dans le monde réel, Weeby parle trop et fait des erreurs. Son double ne parle jamais. Ce détail semble d'abord confortable pour Coraline, qui apprécie d'être écoutée sans devoir répondre. Mais le film dépose ici une inquiétude très simple. Un ami parfait est souvent un ami à qui l'on a retiré le droit d'exister. L'autre Weeby sourit, roule à vélo, ouvre des portes, mais ses boutons noirs ne lui permettent ni de contredire ni de choisir. Le soir, les autres Spink et Forcible offrent à Coraline un spectacle privé. Elles montent sur scène, abandonnent leur apparence vieillissante, plongent dans une piscine lumineuse et traversent des décors marins comme si tout le cabaret avait été inventé pour ses yeux. Plus tard, l'autre Bobinski transforme son cirque de souris en numéro acrobatique. Chacun des voisins ordinaires devient ici la version fantastique de ce qu'il prétend vaguement être dans le réel. L'autre monde n'invente pas vraiment. Il amplifie, flatte, parfume les choses jusqu'à les rendre impossibles à refuser. Mais l'étrangeté commence à s'infiltrer dans les espaces entre les plaisirs. Le chat parle à Coraline, alors qu'il est muet dans l'autre monde. Sa voix est calme, sans chaleur inutile. Il ne lui offre ni conseils spectaculaires, ni affection forcée. Il lui dit seulement qu'elle doit se méfier. L'autre monde possède des règles, et ces règles ne sont pas faites pour elle. Coraline voudrait savoir ce qu'il est. Le chat lui répond presque par une énigme. Les chats n'ont pas besoin de nom, ils savent qui ils sont. Cette phrase résume ce que Coraline ne sait pas encore protéger. Dans le monde réel, elle est frustrée, parce qu'elle n'obtient pas tout ce qu'elle désire. Dans l'autre monde, on lui offre tant de choses qu'elle risque de ne plus savoir ce qu'elle veut vraiment. L'autre mère n'a pas besoin de la forcer tant que Coraline confond l'attention avec l'amour. La troisième visite change donc la nature du jeu. Après un repas et des distractions toujours plus élaborées,
L'autre mère lui présente une petite boîte, une aiguille et 2 boutons. Son sourire reste doux. La demande, elle, est monstrueuse dans sa simplicité. Si Coraline veut rester pour toujours, il suffit de coudre ces boutons sur ses yeux. Pas de contrat compliqué, pas de grande formule magique. Seulement une douleur momentanée, puis une vie parfaite. Coraline refuse tout de suite. Elle est attirée par le monde derrière la porte, mais elle reconnaît instinctivement ce que les boutons impliquent. Ils ne servent pas seulement à la garder là. Ils feraient d'elle une créature qui ne voit plus qu'avec le regard de l'autre mère. Dans Coraline, les yeux sont l'organe du choix. Les remplacer, c'est accepter de ne plus avoir sa propre vision. L'autre mère ne se met pas immédiatement en colère. C'est ce calme qui rend le moment plus inquiétant. Elle continue à parler comme une mère généreuse, assure à Coraline qu'elle peut prendre son temps, puis laisse la porte ouverte vers le tunnel. Coraline court pour entrer. Mais cette fois, la porte ne mène plus chez elle. Elle est verrouillée, la clé absente et le passage est devenu un mur. Pour la première fois, l'abondance de l'autre monde apparaît comme ce qu'elle est. Une chambre décorée à l'intérieur d'une cage. Coraline réclame ses vrais parents. L'autre mère répond que ceux-ci ne sont pas très intéressants. Elle essaye encore de retourner la colère de l'enfant contre Mel et Charlie. C'est une stratégie précise. Elle ne demande pas à Coraline de haïr sa famille, seulement de comparer. Or, si l'on compare 2 mères uniquement par le dîner, les cadeaux et le temps disponible, la belle dame gagne. Ce que Coraline doit apprendre est plus difficile. Une relation imparfaite peut être vraie, et une relation parfaite peut vous effacer. Lorsqu'elle cherche de nouveau la sortie, l'autre mère abandonne l'apparence du jeu. Son visage se tend, ses gestes deviennent secs. Elle enferme Coraline dans une petite pièce sombre derrière un miroir. Le premier plan sur ce lieu est presque vide. Du noir, un mur de verre, une enfant qui comprend qu'elle a été punie pour avoir voulu partir. Il n'y a aucun meuble merveilleux ici, aucun repas, aucune performance. Seulement l'envers de la maison idéale. Dans la vitre, Coraline aperçoit un autre visage, puis un autre. 3 enfants fantômes apparaissent peu à peu. Ils ne sont pas montrés comme des monstres. Ils sont fatigués, tristes, suspendus dans une attente qui dure depuis trop longtemps. L'un d'eux est la petite sœur de la grand-mère de Wiby. Le film raccorde alors tous ces détails. La poupée, le grenier, le silence de la vieille femme, l'avertissement des voisins. Coraline n'est pas la première enfant à être choisie. Les fantômes expliquent avec des mots simples ce qu'ils ont compris trop tard. L'autre mère avait envoyé des poupées pour les observer, apprendre leur solitude, leurs envies, leurs chagrins. Puis elle les avait attirés dans ce monde et leur avait demandé les mêmes boutons. Ils avaient accepté. Après cela, elle avait pris quelque chose qui ne se voit pas, mais qui les empêchait de partir. Leurs yeux, et avec eux leur âme. La belle dame ne nourrit pas seulement son pouvoir d'enfant emprisonné. Elle se nourrit de leur capacité à se croire aimée. Coraline écoute. Le mot belle dame donne enfin une forme au danger. Ce n'est pas une mère ratée ni un double jaloux. C'est une prédatrice qui a choisi l'apparence maternelle parce qu'elle sait qu'elle inspire confiance. Les fantômes ne demandent pas à Coraline de les venger. Ils lui demandent de retrouver leurs yeux cachés dans le monde artificiel. La demande est terrible, parce que l'enfant qui voulait s'évader de ses parents devient soudain responsable d'autres enfants, abandonnés depuis des décennies. Coraline promet de les aider. C'est la première décision pleinement adulte qu'elle prend. Elle ne sait pas encore comment sortir, elle n'a aucun pouvoir magique, mais elle accepte une dette qui n'est pas la sienne. À ce moment, le film modifie discrètement son héroïne. Jusqu'ici, Coraline explorait parce qu'elle voulait être divertie. À partir de maintenant, elle regarde parce qu'elle doit comprendre. L'autre Wiby vient l'aider à sortir du miroir. Son geste est bref, presque tremblant, mais essentiel. Même dans un monde contrôlé par la belle dame, une personne fabriquée pour obéir peut retrouver une petite marge de volonté. Le double silencieux guide Coraline vers la porte. L'autre mère les voit. Elle se déforme de colère, mais la fuite réussit, et Coraline traverse enfin le tunnel vers sa vraie chambre. Le retour n'a rien de triomphal. Le salon réel est toujours terne. Ses parents travaillent encore.
Mais Coraline regarde cette imperfection autrement. Elle les voit non plus comme une version insuffisante des adultes au bouton, mais comme les personnes qui ne l'ont jamais empêchée d'être elle-même. Elle a peur et elle n'arrive pas à leur expliquer ce qui s'est passé. Lorsqu'elle évoque l'autre mère, ils pensent qu'elle invente encore une histoire. Le film ne leur reproche pas de ne pas croire à une magie impossible. Il leur reproche plus doucement de ne pas voir que leur fille est vraiment terrifiée. Weeby refuse d'abord de croire son récit, lui aussi. Quand Coraline lui rend la poupée et tente de lui raconter la disparition de sa grand-tante, il recule. La peur d'un secret familial est plus forte que la curiosité. Il emporte pourtant la poupée, et ce mouvement compte, il accepte, sans le vouloir, une preuve que sa grand-mère avait cachée. Coraline reste seule devant la maison. Elle a franchi une porte qui s'est refermée, mais la belle dame n'a pas renoncé. Le piège a seulement changé de forme. La réponse arrive lorsque les parents de Coraline cessent simplement d'être là. Leur absence est filmée dans des gestes minuscules. Un téléphone qui sonne sans réponse, des bureaux vides, une maison qui n'a plus personne pour dire à Coraline ce qu'elle doit faire. Au début, elle croit qu'ils sont partis faire une course. Puis elle regarde dans le miroir et aperçoit leur silhouette prisonnière derrière la surface réfléchissante, cherchant à attirer son attention. Le film évite de transformer leur disparition en grand spectacle. Elle devient plus terrible parce qu'elle ressemble d'abord à un oubli ordinaire. Coraline comprend que l'autre mère les a pris. La belle dame ne veut pas seulement remplacer Mel et Charlie dans la vie de l'enfant. Elle veut aussi retirer les parents réels du choix. Tant qu'ils existent, Coraline possède une porte de sortie affective, même si elle les trouve parfois insupportables. En les emprisonnant, la créature la met devant une équation brutale. Rester avec une fausse famille qui l'adore, ou risquer tout pour deux adultes imparfaits qui ne peuvent plus la protéger. Elle revient voir Spink et Forcible. Les deux anciennes artistes ne comprennent pas immédiatement l'ampleur du problème, mais leur façon de s'inquiéter change. Elles donnent à Coraline la petite pierre trouée qu'elles avaient annoncée plus tôt. Dans leurs mains, ce n'est ni une arme brillante, ni un talisman qui résout tout. Elle appelle cela une pierre de vision, une façon de voir les choses cachées. La formule correspond exactement à ce dont Coraline manque. Depuis le début, elle voit très bien les couleurs, les cadeaux, les défauts de ses parents. Maintenant, elle doit apprendre à voir l'intention derrière les apparences. Le chat réapparaît près de la porte. Il ne s'émeut pas facilement, mais il confirme ce que Coraline redoute. Ses parents sont retenus de l'autre côté. Leur alliance est étrange. Coraline n'est pas une enfant qui commande à ses compagnons, et le chat ne devient jamais un animal domestique héroïque. Il aide parce qu'il déteste la belle dame, parce qu'il refuse d'être possédé, et parce qu'il reconnaît chez Coraline un courage encore instable mais réel. À deux, ils repartent vers la porte. Cette fois, Coraline ne traverse pas le tunnel pour être surprise. Elle entre en sachant que tout a été préparé contre elle. L'autre mère l'attend dans le salon, sûre de sa victoire. Elle reprend sa voix douce, propose de jouer à un jeu, comme si rien n'avait changé. Coraline saisit cette ouverture. Elle sait que la belle dame aime les règles parce qu'elle aime se croire plus intelligente que ses victimes. Alors elle transforme la demande des fantômes en défi. Elle propose un marché. Si elle retrouve les yeux des 3 enfants et ses propres parents, chacun devra être libéré. Si elle échoue, elle restera, elle acceptera les boutons. Elle deviendra la fille parfaite que l'autre mère attend. C'est un pari fou. Coraline n'a aucun moyen de savoir où les yeux sont cachés. Mais elle a compris une chose essentielle. Une prédatrice qui veut être admirée peut accepter de jouer avec sa proie pour prouver qu'elle domine encore. La belle dame accepte et donne un indice. Les yeux sont dissimulés au cœur de 3 merveilles créées pour Coraline. L'indice est cruel parce qu'il retourne tous les cadeaux contre elle. Le jardin, le cirque, le spectacle des voisines, tout ce qui semblait avoir été offert par amour devient une cachette. Ces merveilles ne sont plus des souvenirs de bonheur. Elles sont les pièces d'un système qui a déjà avalé 3 enfants. Coraline serre la pierre de vision et commence à chercher. Le petit trou central agit comme une lentille.
Quand elle regarde à travers lui, les couleurs lisses de l'autre monde se fendent. Les objets perdent leur charme. Une lumière étrange révèle ce qui est caché dans les décorations, les rouages, les corps. Ce procédé est simple, mais le film en tire une idée très forte. La lucidité ne change pas le monde, elle change ce qu'on y remarque. Le jardin est toujours beau, la scène est toujours brillante, mais Coraline voit désormais les coutures du mensonge. La première épreuve la mène vers le jardin. Là où elle avait découvert un visage gigantesque dessiné par les fleurs, les végétaux se referment maintenant comme une bouche. La beauté devient hostile. La terre bouge, les tiges se replient, et le chemin n'est plus conçu pour lui faire plaisir, mais pour la retenir. Coraline ne gagne pas par la force. Elle observe, elle utilise le galet, elle suit le reflet qui trahit une cachette. Elle récupère un premier œil, minuscule, presque semblable à une bille. Dès qu'il est trouvé, l'un des fantômes apparaît plus net, comme si une part de lui venait de revenir dans le monde. Ce premier succès n'est pas seulement une victoire sur un piège. Coraline découvre que les enfants ne sont pas perdus parce qu'ils ont été faibles. Ils ont été attirés, isolés, flattés, puis enfermés. Les retrouver exige de regarder leurs peurs sans les juger. Le film ne raconte pas une punition pour enfants capricieux. Il raconte le travail de quelqu'un qui refuse de laisser des victimes devenir un simple décor de maison hantée. La deuxième merveille est plus agressive. L'autre Bobinski, qui avait offert un cirque coloré, apparaît désormais comme une forme gonflée et instable, enfermée dans les costumes et les machines que la belle dame lui impose. Il ne parvient plus à parler librement. Ses mots sortent déformés, interrompus, comme si quelqu'un tirait les fils à sa place. Coraline retrouve l'œil caché dans ce monde de souris et de mécanismes, mais elle doit fuir un spectacle devenu chasse. La scène fait de Bobinski autre chose qu'un voisin loufoque. Dans le réel, il vit seul avec ses rêves de cirque. Et Coraline le regarde avec une curiosité amusée. Dans l'autre monde, son rêve est devenu une prison parce qu'il n'en est plus l'auteur. La belle dame lui a donné une scène parfaite, mais elle lui a retiré la parole. Une nouvelle fois, le film montre qu'obtenir exactement ce que l'on désire peut devenir terrifiant quand le prix est la liberté de dire non. Le chat reste près de Coraline pendant cette fuite. Il est mal à l'aise au milieu des souris, mais il ne la laisse pas se débrouiller seule. Leur relation gagne alors en profondeur. Aucun des deux n'est tendre de manière démonstrative. Coraline n'essaie plus de le nommer. Le chat ne lui fait plus de leçons. Ils se comprennent parce qu'ils partagent la même résistance à l'autre mère. Elle veut les réduire à des rôles, la fille, le familier, le public. Ils refusent chacun à leur manière. Le troisième œil se trouve près de l'autre père. C'est probablement le moment le plus triste de toute la quête. Le double de Charlie avait été, au début, la preuve que l'autre monde savait produire le bonheur. Il cuisinait, chantait, jardinait, jouait du piano, faisait rire Coraline. Mais il n'était jamais libre. Lorsqu'il essaie d'aider Coraline, son visage porte déjà la fatigue de quelqu'un qui a compris trop tard qu'il a été fabriqué pour trahir. Dans le jardin décomposé, l'autre père avoue sans pouvoir s'y opposer que l'autre mère le force à l'attaquer. Son corps se tord, devient une machine de feuilles, de branches et de métal. Il semble à la fois dangereux et désespéré. Coraline ne peut pas le sauver au sens où l'on sauve un ami. Il n'est qu'une copie créée dans un monde qui s'effondre. Mais elle peut voir sa détresse. Cette compassion l'empêche de devenir comme la belle dame, qui ne voit les autres que comme des choses utilisables. Le troisième œil se révèle grâce à la pierre. Coraline le récupère au milieu de la poursuite, tandis que l'autre père s'écroule avec le jardin artificiel. Au moment où le dernier œil est trouvé, les trois enfants fantômes sont enfin libérés. Leurs silhouettes ne restent pas pour applaudir. Elles deviennent lumière, présence, direction. Le monde autour de Coraline commence à perdre ce qui le rendait crédible. Les couleurs se retirent, les murs se défont, les décors se replient comme du papier mouillé. Cette destruction est l'une des grandes réussites visuelles de Coraline. L'autre monde ne s'écroule pas avec la violence spectaculaire d'un château qui explose. Il se vide, les plantes tombent, les couloirs s'assombrissent, les façades se révèlent creuses. Tout ce qui était conçu pour donner l'illusion d'une abondance infinie revient à son état véritable,
une petite zone de contrôle autour de la belle dame. Elle n'avait pas construit un univers, elle avait fabriqué une vitrine. Il reste pourtant le problème le plus urgent, les parents de Coraline. L'autre mère prétend encore que le jeu continue. Elle prend une forme de plus en plus arachnéenne. Ses doigts s'allongent. Son corps paraît trop maigre pour sa robe. Sa voix perd la patience qu'elle feignait depuis le début. Coraline la regarde, puis regarde la pièce. Elle comprend que la belle dame ne tiendra pas parole. Une créature qui a retenu les yeux des enfants pendant des années ne libérera pas une famille parce qu'elle a perdu une partie. Alors Coraline recommence à observer. Sur la cheminée se trouve une boule à neige. Au début du film, cet objet aurait été un détail décoratif parmi d'autres. Maintenant, grâce à tout ce qu'elle a appris, elle voit qu'il est placé trop ostensiblement, trop près, trop chargé d'une lumière inhabituelle. À travers le verre, elle distingue ses parents. Ils sont prisonniers dans ce minuscule paysage enneigé, eux aussi réduits à l'état de bibelots. La solution est moins héroïque que précise. Coraline doit prendre la boule à neige, détourner l'attention de la belle dame, ouvrir le passage et sortir avant que le monde ne disparaisse sur elle. Le chat devient alors indispensable. Coraline le lance vers l'autre mère, non par cruauté, mais parce qu'elle sait qu'il fera ce qu'aucun piège ne peut lui imposer, se battre à sa façon. Le chat griffe le visage de la belle dame. Les boutons sont arrachés. Pour la première fois, son regard est blessé. Ce geste est symboliquement parfait. La belle dame voulait prendre les yeux des enfants. C'est à ses propres yeux que le chat s'attaque. Elle voulait que personne ne voie au-delà de son décor. Elle perd la maîtrise de ce qu'elle voit elle-même. Pendant ce bref chaos, Coraline saisit la boule à neige et court vers la petite porte. Le tunnel se referme, les mains de la belle dame s'accrochent au bois, les enfants fantômes l'aident à maintenir un passage. Coraline passe, mais l'une des mains de la créature reste de l'autre côté, séparée du corps lorsque la porte se ferme. La scène est tendue sans être complaisante. La violence n'est jamais là pour choquer. Elle matérialise une vérité simple. Il ne suffit pas de quitter un piège. Il faut parfois arracher ce piège à ce qui vous retient. Coraline revient dans son vrai salon avec la boule à neige. Elle l'ouvre et ses parents réapparaissent. Ils n'ont aucun souvenir clair de ce qui leur est arrivé. Ils parlent d'un voyage étrange, d'une longue absence, comme s'ils sortaient d'un rêve confus. La réaction de Coraline, elle, est nette. Elle les serre fort. Ce câlin ne transforme pas Mel et Charlie en parents parfaits. Il transforme le regard de Coraline sur eux. Ils sont là, ils sont réels. Et cette réalité, après la belle dame, possède une valeur immense. Le lendemain, le monde ordinaire commence déjà à changer. Pas parce que la magie l'a repeint. Les parents de Coraline ont terminé leur travail, ou du moins ils font de la place pour autre chose. Charlie jardine vraiment. Mel propose de l'accompagner. Il prépare une fête dans le jardin avec les voisins. Le film ne prétend pas que les parents doivent cesser d'être occupés pour mériter l'amour de leur enfant. Il montre, plutôt qu'une famille, peut corriger son attention. Elle peut comprendre, après une crise, que travailler pour offrir un avenir ne remplace pas toujours le fait d'être là aujourd'hui. Mais les fantômes reviennent une dernière fois, dans le rêve de Coraline. Ils ne réclament plus leurs yeux. Ils la préviennent que la belle dame connaît encore l'existence de la clé. Tant que la clé subsiste, la porte peut être retrouvée. Cette dernière inquiétude évite au film de conclure trop facilement. Coraline a sauvé ses parents, délivré les enfants, traversé une maison qui se défaisait. Pourtant, elle doit encore accomplir l'acte le plus difficile. Fermer elle-même l'accès à ce qui l'a séduite. Elle prend la clé et se rend au vieux puits. Le matin est calme. Rien n'annonce une attaque. C'est précisément le type de moment où Coraline aurait pu relâcher son attention. Mais la main coupée de la belle dame a réussi à passer dans le monde réel. Elle se déplace comme une araignée, se cache dans les herbes, s'accroche aux objets. La créature n'a plus de visage, plus de sourire, plus de décor. Elle n'a conservé qu'une obsession. Récupérer la clé, réouvrir le chemin, ramener Coraline dans son rôle de poupée. Ce choix de la main est formidable parce qu'il condense l'autre mère en une seule fonction. Toute la vie de la belle dame passait par ses doigts. Coudre une poupée, préparer un repas, tendre une aiguille, fermer une porte, manipuler une enfant.
Lorsque son corps disparaît, la main continue. Le film nous rappelle qu'un contrôle peut survivre à la disparition de celui qui l'exerçait, sous la forme d'un dernier réflexe, d'une dernière peur. Coraline n'affronte pas cette main seule. Wiebe arrive avec son vélo, et surtout, avec une compréhension nouvelle. Sa grand-mère lui a montré une photo de sa sœur disparue. Il reconnaît dans le visage de la petite fille fantôme une histoire que Coraline n'avait pas inventée. Son aide tardive a donc une vraie valeur. Il n'est plus le garçon qui se moque de son prénom, ni celui qui se sauve en traitant Coraline de folle. Il devient le voisin qui choisit de croire une fille quand elle dit que quelque chose lui est arrivé. La main attaque. Coraline et Wiebe résistent près du puits. Elle est rapide, rageuse, presque impossible à saisir. Mais Wiebe utilise une grosse pierre et les deux enfants parviennent à la neutraliser. Ils la jettent au fond du puits avec la clé. Le geste final ne consiste pas à verrouiller la porte dans le salon. Il consiste à faire disparaître l'objet qui donnait accès au mensonge. La clé tombe, la main tombe avec elle, et le bruit sourd au fond du puits ressemble à la fin d'un mécanisme. Ce qui suit est volontairement lumineux. La fête de jardin rassemble les habitants du Pink Palace. Bobinski parle de ses souris. Spink et Forcible apprécient les boissons, les parents de Coraline organisent l'espace, Wiebe vient avec sa grand-mère. La vieille femme franchit enfin le seuil de la maison où sa sœur avait disparu. Coraline s'approche d'elle pour raconter ce qu'elle sait. Le film coupe avant que cette histoire soit entièrement dite. Il ne cherche pas à résoudre la tristesse de Madame Lovat avec quelques phrases. Il lui offre quelque chose de plus précieux. Une vérité, même fantastique, après des années de silence. La dernière sensation de Coraline n'est pas la peur. C'est une confiance fragile, acquise. L'école l'attend, la pluie reviendra. Ses parents auront probablement encore du travail. Wiebe parlera toujours trop. Mais Coraline ne les regarde plus de la même manière. Elle a découvert que le monde réel ne devient pas beau parce qu'il est parfait. Il devient habitable parce que les autres y possèdent une volonté, des défauts, des limites, et la possibilité de vous aimer sans vous fabriquer à leur image. Cette fin explique pourquoi Coraline reste si longtemps en mémoire. Le film ne raconte pas le passage d'une enfant malheureuse vers un univers enchanté. Il raconte le trajet inverse. Une enfant qui pense savoir ce qui lui manque découvre que l'objet de son désir peut avoir été dessiné par quelqu'un qui veut la posséder. La belle dame est effrayante parce qu'elle n'apparaît jamais avec une proposition honnêtement mauvaise. Elle offre exactement ce que Coraline avait demandé au début, mais en retire la chose que Coraline n'avait pas encore pensé à défendre. Son droit de ne pas être satisfaite. Les boutons sont le symbole le plus visible de ce contrat. Ils sont noirs, ronds, presque enfantins. Ils appartiennent au même monde que les poupées et les costumes. Pourtant, leur rôle n'est pas de rendre les personnages simplement inquiétants. Ils créent un regard fixe. Un bouton ne cligne pas, ne pleure pas, ne se détourne pas. Il ne peut ni hésiter, ni changer d'avis. Quand l'autre mère propose de les coudre sur les yeux de Coraline, elle ne cherche pas à la rendre semblable à une famille. Elle cherche à rendre impossible toute révision de ce choix. Le film place les yeux au centre de chaque étape. La poupée possède des boutons pour surveiller. Les autres parents possèdent des boutons pour séduire et contrôler. Les enfants fantômes ont perdu leurs yeux, donc leur sortie. La pierre de Spink et Forcible aide Coraline à voir au-delà des décors. Enfin, le chat attaque les yeux de la belle dame, là où son pouvoir de surveillance est le plus vulnérable. Cette cohérence ne ressemble jamais à un devoir de symbole. Elle passe par des gestes très concrets. Regarder à travers un trou, trouver une bille, détourner un regard, arracher un bouton. Le nom de la belle dame mérite aussi d'être entendu. Il sonne comme un titre de conte ancien, plus vieux que le Pink Palace et plus vaste que cette seule histoire. Le film ne donne pas une biographie exhaustive à la créature et c'est un choix intelligent. Nous ne savons pas d'où elle vient, combien d'enfants elle a trompé avant la sœur de Madame Lovat, ni depuis quand le tunnel existe. Ce manque rend son mécanisme plus inquiétant. La belle dame n'a pas besoin d'une origine tragique pour être comprise. Son identité entière tient dans sa manière d'observer, de promettre et de capturer.
Elle emploie d'ailleurs les mots de l'amour avec une précision inquiétante. Elle nourrit Coraline, fabrique des vêtements pour elle, met en scène des spectacles, promet de toujours écouter. Chacun de ces gestes peut appartenir à une relation véritable. Mais chez la belle dame, le geste est toujours suivi d'une dette. Le repas implique la gratitude, le cadeau implique la dépendance, l'attention implique la propriété. Dès que Coraline manifeste une envie de partir, tous les signes de générosité se retournent contre elle. La maison parfaite n'était parfaite qu'à condition qu'elle n'essaie jamais de la quitter. Mel et Charlie sont l'inverse de cette logique. Ils donnent peu, parfois mal, souvent trop tard. Ils cuisinent des plats bizarres, s'absorbent dans leur travail, répondent sans vraiment écouter. Pourtant, leurs faiblesses n'ont pas de programme caché. Ils ne demandent pas à Coraline de devenir une autre fille pour être aimée. Ils n'ont pas de bouton à lui imposer. Leur affection passe par des choses moins spectaculaires. Une promesse de l'emmener acheter ce dont elle a besoin, l'envie de finir un travail afin que la famille tienne, et, après leur retour, une attention plus visible à ce qu'elle raconte. Le film ne demande donc pas au spectateur de mépriser la frustration de Coraline. Elle a raison d'être seule. Elle a raison de vouloir qu'on la voie. Dans beaucoup de récits pour enfants, le héros doit apprendre que les parents avaient toujours raison. Ici, ce n'est pas le cas. Les parents de Coraline ont tort de l'isoler derrière leurs écrans. Mais la belle dame a tort d'une manière bien plus radicale. Elle transforme un besoin légitime en moyen de domination. La guérison ne consiste pas à dire à Coraline qu'elle devrait se contenter de moins. Elle consiste à permettre au réel de répondre mieux sans cesser d'être réel. Cette nuance rend le personnage de Coraline très vivant. Elle n'est ni la petite fille modèle, ni une aventurière prédestinée. Elle est impatiente, susceptible, moqueuse, parfois injuste avec Weeby et avec ses parents. Elle aime qu'on l'admire. Elle adore les détails qui semblent avoir été créés pour elle. Mais son orgueil devient une force lorsqu'il refuse d'être acheté. Quand l'autre mère lui demande de céder ses yeux, Coraline n'a pas besoin d'un long raisonnement moral. Elle sait que quelque chose en elle dit non. C'est ce noyau qui reste intact, même lorsqu'elle a peur. La différence entre la curiosité et le courage est un autre fil très précis du récit. Au début, Coraline traverse la porte parce qu'elle s'ennuie. C'est une curiosité sans danger apparent, mais pas encore du courage. Plus tard, elle revient de son plein gré pour chercher ses parents et les yeux des fantômes. À ce moment, elle n'est pas devenue moins effrayée. Elle a simplement accepté d'agir pendant qu'elle l'est. Le film garde les deux états visibles. Coraline tremble, court, pleure parfois, mais ne se fige pas. La belle dame, elle, confond courage et obéissance. Elle veut que Coraline se laisse coudre les yeux sans résister, puis elle appelle cela un choix. Son discours est celui d'un contrôle très sophistiqué. Elle donne l'illusion de la liberté tant que la réponse attendue est oui. Coraline casse cette logique en proposant ses propres règles pour le jeu. Elle comprend que dire non ne suffit pas toujours. Il faut parfois inventer une autre manière de jouer. Weeby approfondit encore ce thème. Il est absent du roman de Neil Gaiman, mais Henry Selick l'introduit dans le film pour offrir à Coraline un égal dans le monde réel. Sa présence évite que son courage devienne une solitude héroïque trop parfaite. Weeby est maladroit, bavard, vexant et courageux seulement après avoir eu peur. C'est exactement ce qui le rend crédible. Il ne croit pas Coraline dès qu'elle parle de magie. Il doit d'abord voir la photographie de sa grand-tante et accepter que l'histoire de sa famille est plus sombre qu'il ne l'imaginait. Son double, l'autre Weeby, donne à ce personnage une dimension particulièrement troublante. L'autre mère l'a rendu silencieux parce que Coraline trouvait le vrai Weeby pénible. C'est l'un des pièges les plus intelligents du film. Un garçon qui ne parle plus semble plus agréable à quelqu'un qui voudrait simplement qu'on lui laisse de la place. Mais dès que le danger devient réel, le silence devient une prison. L'autre Weeby ne peut prévenir personne, ni raconter ce qu'il sait. Sa première aide à Coraline est d'autant plus forte qu'elle exige de se rebeller contre la fonction même pour laquelle il a été créé. Lorsque Coraline remercie finalement Weeby de l'avoir suivi, leur relation a changé sans devenir artificiellement romantique ou sentimentale.
Il reste deux enfants qui se chamaillent. Ils ne se promettent rien de grand, mais ils peuvent partager un secret, une preuve, une responsabilité. Le film les laisse dans cette juste distance, celle de deux voisins qui ont découvert ensemble qu'il faut parfois croire à l'impossible pour secourir quelqu'un. Les voisins adultes jouent eux aussi un rôle plus subtil qu'il n'y paraît. Spink, Forcible et Bobinski sont présentés selon le regard de Coraline. Ils sont bizarres, trop bavards, un peu embarrassants, enfermés dans leurs histoires. L'autre monde les transforme en spectacles éclatants, comme si Coraline pouvait enfin tirer profit de leurs extravagances. Mais une fois le danger révélé, les habitants ordinaires deviennent des alliés. Bobinski avait entendu un avertissement par les souris. Les anciennes comédiennes avaient offert la pierre. Leur étrangeté n'était pas un défaut à contourner. Elle était une forme de savoir que Coraline n'était pas encore prête à entendre. Le Pink Palace fonctionne de la même manière. Dans le réel, la maison est poussiéreuse, compartimentée, imprévisible. Chaque appartement appartient à qui a vécu ailleurs, vieilli autrement, accumulé des objets, des animaux, des regrets. L'autre monde prend cet assemblage imparfait et le transforme en parc d'attractions cohérent. Les pièces deviennent plus grandes, les couloirs mènent à des décors, les voisins se coordonnent comme des artistes à l'affiche d'un même spectacle. Mais c'est la version désordonnée du Pink Palace qui peut accueillir des personnes libres. Le jardin offre la plus belle métamorphose de cet écart. La première fois, Coraline y entre comme dans un rêve de nature conçu par une enfant. Les fleurs bougent, les couleurs s'ouvrent, les chemins lui répondent. C'est un rêve de reconnaissance. La terre elle-même paraît dire son prénom. Lors du retour, le jardin montre ses racines, ses bouches, ses pièges. Ce n'est pas que la beauté soit devenue mensonge. Elle avait été conçue comme une stratégie. Le film demande alors de regarder la beauté sans renoncer à demander qui l'a préparée, pour qui et à quel prix. La musique accompagne cette bascule avec une intelligence remarquable. La partition de Bruno Coulet ne traite pas la maison réelle comme un lieu sans magie. Elle lui donne des sons plus secs, plus aérés, parfois traversés par le vent et les grincements. Dans L'autre monde, les voix et les mélodies deviennent plus enveloppantes, comme une berceuse qui voudrait vous empêcher de vous réveiller. Le contraste ne se réduit pas à triste contre joyeux. Le premier monde laisse de l'espace, le second remplit tout. Après un moment, cette abondance sonore finit par étouffer. Les moments de silence sont tout aussi importants. Le silence de l'autre Wee-Bee est une menace. Le silence derrière le miroir est une attente. Le silence de la vraie maison, lui, est douloureux, mais jamais artificiellement rempli. Coraline apprend qu'un silence peut être le signe d'une absence, mais aussi qu'un monde où rien ne se tait ne laisse plus aucune place à la pensée. L'autre mère parle toujours au bon moment, offre toujours la bonne chose, devine toujours le désir suivant. Voilà pourquoi elle est si dangereuse. Elle ne laisse pas Coraline découvrir quelque chose par elle-même. Cette mainmise sur le désir passe d'abord par la poupée. Elle est l'un des objets les plus sinistres du film parce qu'elle est petite et facile à oublier. La belle dame ne peut pas séduire Coraline au hasard. Elle doit connaître la couleur de ses cheveux, ses habitudes, ses frustrations, le visage des personnes qu'elle aime. La poupée accomplit cette surveillance. Elle regarde Coraline jouer dehors. Elle entre dans sa chambre, elle traverse le monde réel sans attirer l'attention. Avant d'enfermer, la belle dame étudie. Le geste de Wee-Bee, qui offre la poupée parce qu'il l'a trouvée, est donc tragiquement involontaire. Il ne livre pas Coraline à la belle dame par méchanceté. Il reproduit une vieille chaîne de silence. Sa grand-mère avait caché l'objet parce qu'il appartenait à sa sœur disparue. Wee-Bee le découvre sans en connaître l'histoire. Coraline le garde parce qu'elle lui ressemble. Le film évite de faire de cette erreur une culpabilité définitive. À la fin, Wee-Bee aide à détruire la main et accompagne Coraline vers sa grand-mère. Il ne peut pas changer le passé, mais il peut empêcher la poupée de rester le dernier mot. La petite porte a elle aussi une valeur plus complexe qu'un simple portail magique. Elle est minuscule, basse, placée derrière un papier peint que l'on pourrait ne jamais regarder. Coraline y accède parce qu'elle accepte une tâche ennuyeuse,
Comptez les sorties et les ouvertures de la maison. En d'autres termes, l'aventure commence au moment où elle observe attentivement ce que les adultes croyaient réglé. Le mur de briques est réel lors de la première ouverture. Le tunnel n'apparaît que la nuit. La porte ne ment pas tout de suite. Elle attend que Coraline soit assez seule pour qu'une alternative devienne irrésistible. Cette mécanique rejoint les grands contes auxquels Coraline fait penser. Il y a la porte d'Alice, le passage étroit, le monde renversé, où les adultes ont des règles absurdes. Il y a aussi le piège de Hansel et Gretel, une maison de nourriture, une figure maternelle qui promet puis enferme. Mais Henry Selick ne colle pas ses références sur son film. Il les laisse traverser les décors. Une petite fille entre dans une maison trop attirante et le récit sait déjà que la beauté peut être une fin déguisée. La différence décisive est que Coraline ne gagne pas en détruisant la belle dame par une force magique supérieure. Elle gagne en utilisant 3 qualités très humaines: l'attention, la parole et l'entraide. Elle remarque la boule à neige. Elle propose un jeu à une créature plus puissante qu'elle. Elle accepte l'aide d'un chat, des fantômes, de ses voisines, de Weeby. Même son courage n'est jamais présenté comme une possession solitaire. Il naît parce qu'elle écoute enfin les avertissements qu'elle avait d'abord trouvés absurdes. Cette attention aux choses fabriquées explique aussi la force du film comme objet de cinéma. Coraline est le premier long-métrage de Laika, réalisé en animation image par image. Chaque mur, chaque vêtement, chaque assiette, chaque fleur du jardin existe d'abord en miniature avant de devenir un plan. Cela se ressent, même lorsqu'on ne connaît rien aux techniques utilisées. Les surfaces ont du relief. Les tissus accrochent la lumière. Les fissures, les boutons, les miettes et les plis semblent porter le temps qu'il a fallu pour les fabriquer. Dans une animation numérique très lisse, un personnage peut se déplacer avec une souplesse parfaite. Dans Coraline, les mouvements gardent parfois une légère densité, comme si les corps avaient un poids et que l'air résistait autour d'eux. Cette matérialité convient parfaitement à l'histoire. La belle dame fabrique un monde merveilleux pour Coraline, mais le film nous laisse sentir que ce monde est assemblé, composé de morceaux susceptibles de se défaire. Les décors ne sont pas seulement beaux. Ils paraissent manipulables, donc fragiles. Henry Selick avait déjà donné au cinéma d'animation des mondes sombres et très tactiles. Ici, il adapte le livre de Neil Gaiman sans chercher à en faire une transposition littérale. Le film invente notamment Weeby, développe la présence du chat, donne plus de place au jeu de la belle dame et construit une conclusion visuelle très physique autour de la clé et du puits. Ces ajouts ne diluent pas le récit. Ils transforment une fable intérieure en aventure qui peut respirer à l'écran, avec des alliés, des déplacements et des objets dont on comprend la fonction au moment précis où ils reviennent. Le scénario garde surtout le point de vue de Coraline. Nous ne découvrons jamais un dossier secret sur la belle dame qui expliquerait tout à sa place. Nous voyons ce que Coraline voit, souvent une seconde avant qu'elle n'en comprenne l'importance. La poupée devient suspecte lorsqu'elle est déjà dans sa chambre. La petite porte devient dangereuse lorsqu'elle s'est déjà ouverte plusieurs fois. Les fantômes livrent leur récit quand Coraline est enfermée avec eux. Cette proximité donne au film son rythme particulier. Il ne nous raconte pas un mystère après l'avoir résolu, il nous fait avancer dans une maison dont les règles se déplacent. Le choix de la stop-motion accentue encore cette impression. Dans ce procédé, l'animateur déplace un personnage de quelques millimètres, prend une image, recommence, et construit ainsi le mouvement. La vie à l'écran naît donc d'une suite de positions immobiles. Coraline joue constamment avec ce paradoxe. L'autre monde semble plus vivant que le réel. Les fleurs poussent, les murs changent, les souris dansent. Les numéros commencent au moindre désir, mais il est en vérité figé dans le fantasme de la belle dame. Le monde réel est plus lent et moins spectaculaire. Pourtant, il reste ouvert aux changements que chacun choisit réellement de faire. Laika a employé pour Coraline des techniques de remplacement des visages assistées par l'impression 3D. Les parties faciales pouvaient être échangées pour créer des expressions extrêmement fines.
Le studio indique plus de 207 000 combinaisons possibles pour le visage de Coraline et plus de 17 000 pour celui de sa mère. Ces chiffres ne valent pas seulement comme prouesse, ils éclairent l'émotion très particulière de certains plans. Une inquiétude qui traverse à peine la bouche, un sourire de l'autre mère qui se resserre, le regard de Coraline qui passe de l'émerveillement à la méfiance. Les coutures discrètes des visages ont d'ailleurs une présence presque thématique. Même lorsque les raccords sont effacés ou adoucis, le film ne cherche jamais à faire oublier que ces personnages sont construits. La belle dame est une couturière. Elle recoud la poupée du début, prépare les boutons, fabrique une famille alternative avec des éléments empruntés. La technique de l'animation et le geste du monstre se répondent sans se confondre. D'un côté, des artistes assemblent patiemment des matières pour donner de la vie. De l'autre, une créature assemble des êtres pour leur ôter leur vie propre. Le travail sur l'échelle rend plusieurs séquences inoubliables. Le Pink Palace ressemble à une grande maison, mais il a été créé en maquette détaillée. Le jardin fantastique, avec ses fleurs qui s'ouvrent et ses chemins qui dessinent un visage, paraît immense parce que la caméra peut y entrer comme si elle traversait un paysage réel. Puis les mêmes espaces se replient. Une grille, une racine, un rideau ou une simple main deviennent soudain gigantesques pour Coraline. L'enfance, dans le film, ne se résume pas à l'innocence. C'est aussi une position dans l'espace. Tout est trop grand. Chaque adulte peut bloquer une sortie, et une petite porte peut devenir l'unique horizon. Le film a aussi été conçu pour la 3D stéréoscopique. Sans même parler de lunettes, on sent cette recherche dans la profondeur des cadres. La pluie qui traverse l'avant-plan, les branches qui avancent vers Coraline, le tunnel qui aspire le regard, les boutons qui brillent à une distance trop proche. La 3D ne sert pas à jeter des objets sur le public. Elle sert à faire de la séparation entre les mondes une expérience spatiale. Le réel dispose les corps dans des pièces étroites et longues. L'autre monde les attire dans des profondeurs séduisantes, puis les enferme dans ces mêmes profondeurs. La direction artistique utilise une opposition de couleurs très calculée. Le réel n'est pas noir et blanc, mais il vit dans des tons froids, des bleus de pluie, des verts mouillés, des bruns de carton et de bois. Coraline elle-même y reste visible grâce à son imperméable jaune. Ce jaune ne signifie pas qu'elle appartient à l'autre monde. Il signale plutôt qu'elle apporte déjà une énergie à un environnement qui l'ennuie. Lorsqu'elle traverse la porte, les rouges, les roses et les ors explosent autour d'elle. Au départ, cela ressemble à un accueil. Plus tard, les mêmes couleurs deviennent presque trop riches, trop insistantes, comme une pâtisserie que l'on ne peut plus avaler. Les boutons noirs créent l'inverse. Ils ne sont pas colorés, ils absorbent. L'autre mère peut couvrir le monde de gourmandises et de fleurs, mais elle porte dans le visage 2 cercles vides. Ce lik n'a pas besoin de modifier son apparence à chaque plan pour nous rappeler le danger. Il suffit que Coraline se tourne vers elle, que les boutons restent là, immobiles, et que le sourire continue de fonctionner autour d'eux. C'est une idée de design d'une simplicité redoutable. Les voix donnent un relief inattendu à ces figures miniatures. Dakota Fanning prête à Coraline une détermination sans la rendre précocement adulte. Sa voix sait être impatiente, blessée, amusée, puis soudain ferme lorsqu'elle fait face à la belle dame. Teri Hatcher joue Mel et l'autre mère. Cette double présence permet d'entendre la différence essentielle entre une mère fatiguée, parfois sèche, et une prédatrice qui maîtrise parfaitement le ton rassurant. L'autre mère ne force presque jamais la douceur. Elle la produit avec trop de précision. John Hodgman donne à Charlie et à l'autre père une énergie complémentaire. Le vrai père paraît débordé, un peu maladroit, absorbé par ses pages. Son double arrive comme une version rêvée de la disponibilité. Il chante, cuisine, fait des acrobaties, accompagne la journée de Coraline comme un animateur de fête. Mais la voix laisse progressivement entendre la contrainte. L'autre père est amusant tant qu'il suit le programme de la belle dame. Dès qu'il voudrait échapper à ce rôle, il devient une figure triste, incapable de protéger l'enfant qu'il semblait adorer. Autour d'eux, Jennifer Saunders et Dawn French donnent à Spink et Forcible un mélange de théâtre, de fragilité et de comique
qui évite de les réduire à des voisines pittoresques. Ian McShane offre à Bobinski une voix énorme, instable, idéale pour quelqu'un qui peut passer du voisin extravagant au messager involontaire du danger. Keith David, enfin, prête au chat une gravité tranquille. Le chat ne cherche pas à voler l'histoire. Il apporte juste assez de distance pour rappeler que Coraline n'est pas seule à trouver la belle dame dangereuse. La voix du chat est l'une des idées les plus utiles du film. Dans le monde réel, il miaule et garde ses distances. De l'autre côté, il parle. Cette règle ne reçoit pas d'explication technique et elle n'en a pas besoin. Le tunnel est un lieu où les masques se relâchent. L'autre mère peut y fabriquer des versions améliorées des humains, mais le chat y devient simplement plus lisible. Il n'est pas transformé en jouet, ne porte pas de boutons, ne consent pas à être charmé. Sa parole n'ajoute pas de magie. Elle révèle la liberté qu'il possédait déjà. Coraline assume d'être un conte sombre sans transformer chaque scène en menace. Le film alterne l'humour de Bobinski, les disputes de Spink et Forcible, les maladresses de Wiebe, les inventions culinaires des parents et des images franchement inquiétantes. Cette alternance est essentielle. Si tout était terrifiant dès le début, Coraline ne reviendrait jamais par la porte et nous ne croirions pas à sa tentation. Si tout restait léger, le contrat des boutons ne ferait pas basculer le récit. Selick entretient le point de rupture, l'instant où un détail amusant devient inquiétant parce qu'il révèle qu'il a toujours servi à autre chose. L'autre père est l'exemple le plus émouvant de cette bascule. Sa première chanson est drôle, excessive, volontairement ridicule. Il a été fabriqué pour flatter Coraline, et il le fait avec une générosité qui paraît comique. Mais lorsque le décor se dégrade, cette même énergie devient la trace d'un être qui n'a jamais contrôlé sa propre existence. L'autre père n'est pas le grand méchant caché. Il est un employé enchanté, une marionnette assez consciente pour souffrir du rôle qu'on lui fait jouer. Les enfants fantômes évitent eux aussi une facilité. Le film pourrait les utiliser comme de simples apparitions destinées à faire peur. À la place, ils deviennent des témoins. Ils n'ont pas besoin de raconter des morts détaillées ni de réclamer une vengeance sanglante. Leur tristesse tient dans ce qu'ils ont perdu, leur nom, leurs yeux, leurs sorties, la possibilité d'être regardés par leur vraie famille. En libérant leurs yeux, Coraline ne remporte pas des trophées. Elle leur rend la capacité de ne plus dépendre du regard de la belle dame. Le miroir de leur prison résonne avec le principe même de l'autre monde. Un miroir promet un double de la réalité, mais ce double est inversé. Les parents au bouton sont des reflets de Mel et Charlie, le jardin est un reflet du terrain détrempé, les voisins deviennent des doubles spectaculaires de personnes déjà singulières. Lorsque Coraline voit ses vrais parents derrière un miroir, le reflet devient enfin un appel vers le réel. C'est un retournement très élégant. L'objet qui servait à faire croire au faux devient l'endroit où la vérité essaie de passer. La boule à neige prolonge ce jeu. Le monde de la belle dame se présentait comme un espace sans limite, plein de pièces, de spectacles et de jardins. Les parents de Coraline sont en réalité enfermés dans un paysage minuscule qu'elle peut tenir dans ses mains. La belle dame réduit les vies à des objets décoratifs, exactement comme elle avait réduit les enfants fantômes à des souvenirs cachés. Coraline reconnaît le piège lorsqu'elle cesse de regarder les grands décors et s'intéresse aux petits objets posés sur la cheminée. Il faut aussi remarquer que la clé n'est jamais une solution magique entièrement positive. Elle ouvre la porte qui permet à Coraline de vivre l'aventure, mais elle permet aussi à la belle dame d'espionner, de séduire et de poursuivre. À la fin, Coraline doit la jeter au puits. Elle choisit donc de renoncer au merveilleux facile. Cette décision est plus forte que le simple fait de s'échapper. Elle admet que la porte pourrait encore lui offrir quelque chose de tentant, mais elle refuse de laisser ce désir décider à sa place. Le puits, que Coraline voulait trouver au tout début pour jouer et explorer, devient le lieu où elle enterre ce qui aurait pu l'engloutir. Le détail revient avec une précision de conte. Au début, Wiebe l'empêche de tomber. À la fin, tous deux utilisent la profondeur du puits pour faire disparaître la clé et la main. Ce n'est pas un hasard si le film relie ainsi la curiosité du premier jour et la responsabilité du dernier. Coraline reste une exploratrice,
Mais elle sait maintenant que chercher un endroit ne suffit pas. Il faut aussi savoir ce qu'on y laisse. Dans cette perspective, la fête finale n'est pas une récompense sucrée après la peur. Elle corrige le monde ordinaire avec des gestes mesurés. Les parents ont du temps. Les voisins sortent de leurs appartements. Weeby accompagne sa grand-mère. Le jardin réel est entretenu, pas enchanté. Les fleurs ne dansent pas pour flatter Coraline. Elles poussent parce que quelqu'un les a plantées et arrosées. Ce jardin réclame du travail, donc il peut durer. Coraline a reçu à sa sortie une reconnaissance importante dans le cinéma d'animation. Le film a été nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation lors de la cérémonie qui récompensait les œuvres de 2009. Il a également consolidé la place de Laika comme studio capable de faire dialoguer une technique artisanale et des émotions très contemporaines. Cette reconnaissance ne vient pas seulement de l'étrangeté de la belle dame ou du charme des décors. Elle tient à la cohérence rare entre la forme du film et ce qu'il raconte. Le succès a aussi donné à Coraline une longue vie auprès du public. Des années après sa sortie, les boutons, l'imperméable jaune, le chat noir et la petite porte restent immédiatement reconnaissables. Ce genre de mémoire visuelle est difficile à obtenir. Elle ne dépend pas d'un unique effet de surprise. Elle vient de motifs qui gardent leur force quand on connaît déjà la fin. En revoyant le début, on remarque la poupée, les avertissements de Bobinski, la pierre de vision, la photographie de la sœur disparue. Le film ne cache pas ces indices. Il les laisse attendre. Cette capacité à être revue vient aussi de la manière dont Coraline distribue le savoir. Les adultes savent quelque chose, mais jamais assez. Spink et Forcible annoncent un danger sans pouvoir nommer la belle dame. Bobinski répète le message des souris sans savoir exactement ce qu'il signifie. Madame Lovat a perdu une sœur, mais son silence a enfoui le lien avec la maison. Weeby connaît une partie de l'histoire familiale, Coraline connaît la porte, le chat connaît le danger, les fantômes connaissent le prix. Aucun personnage ne détient le récit entier. La sortie dépend de la mise en commun de ces fragments. La belle dame est la seule qui semble tout savoir parce qu'elle observe à travers ses poupées. Mais sa connaissance est froide. Elle sait quels vêtements plairaient à Coraline, quelle nourriture elle aimerait, quel type de père la ferait rire. Elle ne comprend pas ce qui rend une relation durable. La possibilité de résister, de dire qu'un repas est mauvais, de s'ennuyer avec quelqu'un, de se réconcilier après une dispute. Elle connaît les préférences. Elle ne comprend pas une personne. Cette distinction explique pourquoi le monde réel peut redevenir désirable sans être transformé en version colorée de l'autre monde. Coraline ne revient pas parce qu'elle a soudain décidé que la boue était merveilleuse ou que les cartons sont plus amusants qu'un jardin vivant. Elle revient parce que les choses ordinaires n'ont pas été conçues pour lui voler son regard. Elle la contrarie, mais elle ne l'avale pas. Le film défend un réel imparfait, non par nostalgie, mais parce qu'il laisse toujours à chacun la place de changer. Il y a une grande délicatesse dans la façon dont le film traite le travail des parents. Mel et Charlie ne sont pas transformés en méchants afin de justifier l'aventure. Leur situation reste reconnaissable. Une échéance, un déménagement, un budget serré, une fille qui a besoin de plus qu'ils ne peuvent donner à cet instant. Après leur retour, ils n'effacent pas ces contraintes par magie. Ils font un effort visible, et cet effort suffit à ouvrir une nouvelle relation. L'amour familial n'est pas présenté comme une mise en scène sans défaut, mais comme une attention qui peut être réparée. La vraie mère et l'autre mère sont donc moins deux pôles opposés qu'une question posée à Coraline. Préfère-t-elle une personne qui l'aime sans toujours savoir quoi faire, ou une créature qui sait exactement quoi faire parce qu'elle n'aime personne? Terry Hatcher rend ce contraste très sensible. Mel peut paraître brusque parce qu'elle est fatiguée. La belle dame paraît douce parce qu'elle joue un rôle. Dès que Coraline refuse ce rôle, la différence devient visible. L'une peut être blessée, l'autre ne peut qu'être contrariée. Coraline n'est pas non plus sauvée parce qu'elle devient parfaitement raisonnable. Elle garde sa fantaisie, son désir d'explorer, son goût pour les choses étranges. Sans cette curiosité, elle n'aurait peut-être jamais remarqué le danger qui entourait le Pink Palace.
Le film ne punit pas l'imagination. Il lui donne une responsabilité. La même enfant qui a ouvert la porte par ennui est celle qui choisit de détruire la clé. Entre ces deux gestes, elle n'a pas perdu son audace. Elle a appris à la diriger. Le chat l'incarne sous une autre forme. Il traverse les mondes sans appartenir à aucun, observe sans se laisser acheter, aide sans devenir une mascotte. Son refus du nom prend alors une valeur particulière. La belle dame aime nommer les rôles. L'autre mère, l'autre père, l'autre Weeby, la petite fille qu'elle veut transformer. Le chat refuse d'être une copie ou un personnage de plus dans son décor. Il reste lui-même, même lorsque cette indépendance le met en danger. Coraline apprend quelque chose de ce refus. Être libre, ce n'est pas obtenir tout ce que l'on veut. C'est garder la capacité de vouloir autrement. Le décor du Pink Palace devient ainsi une carte des identités possibles. Chaque étage donne une version différente de ce qu'un adulte peut devenir. Les anciennes comédiennes conservent leur goût du spectacle. Bobinski garde son rêve de cirque. Les parents de Coraline travaillent trop, mais gardent leur humour et leur attachement. Madame Lovat porte une mémoire douloureuse. Rien de tout cela n'est ordonné, brillant ou parfait. Pourtant, cette accumulation forme une communauté. À la fête finale, les personnages ne deviennent pas soudain semblables. Ils partagent un jardin tout en restant irréductiblement eux-mêmes. L'autre monde fait l'inverse. Il donne à chacun une version plus spectaculaire de sa personne. Mais toutes ces versions dépendent d'un seul centre. Les voisines jouent pour Coraline parce que la belle dame le décide. Bobinski parade parce qu'elle le décide. L'autre père chante parce qu'elle le décide. Même la météo, les fleurs et les jouets semblent répondre à la même volonté. Ce monde paraît généreux parce qu'il produit sans cesse, mais il n'est pas pluraliste. Il n'y existe qu'un vrai désir, celui de l'autre mère. Quand Coraline trouve les yeux des fantômes, elle fait donc plus que résoudre une chasse au trésor. Elle rend au monde plusieurs regards. Chaque enfant libéré interrompt une chaîne où la belle dame regardait à travers une poupée et où une victime ne regardait plus par elle-même. Le dernier plan sur les fantômes n'a pas besoin d'un discours appuyé. Leur apparition plus claire suffit. Ils ne sont plus des silhouettes derrière une vitre. Ils peuvent quitter la maison qui les avait réduits à un secret. L'explication de la fin se trouve là, dans ce double mouvement. Coraline libère les enfants, sauve ses parents, ferme la porte et détruit la clé. Mais aucun de ces actes ne vaudrait autant s'il ne modifiait pas sa manière de regarder les autres. Elle accepte que ses parents puissent être irritants et précieux. Elle comprend que Weeby, avec ses maladresses, vaut mieux qu'un double silencieux. Elle écoute enfin les voisines qu'elle trouvait ridicules. Elle voit que les fantômes ne sont pas des monstres, mais des enfants qui avaient voulu être aimés. Le film garde néanmoins une part de mystère, et c'est ce qui lui évite de refermer trop fermement son propre compte. La belle dame a-t-elle définitivement disparu au fond du puits? La chute de la main et de la clé semble offrir une réponse. Mais la créature appartenait déjà à une histoire bien plus ancienne que Coraline. Le récit choisit de ne pas cartographier toutes ces règles. Ce qui est clos, en revanche, est le chemin de Coraline. Elle sait reconnaître le prix d'une porte trop attirante. Elle ne l'ouvrira plus pour la même raison. Cette retenue donne à la fête une lumière plus honnête. Le danger n'est pas effacé pour faire plaisir, il a été affronté. La grand-mère de Weeby peut enfin entendre ce qui est arrivé à sa sœur. Les Jones peuvent recommencer à se parler. Coraline peut entrer à l'école sans que les inconnus, les uniformes ou les cours paraissent aussi terrifiants que la petite porte. Elle ne contrôle pas l'avenir. Elle a simplement acquis une expérience que les adultes n'avaient pas pu lui transmettre. On peut avoir peur, voir clair, demander de l'aide, puis choisir. À ce titre, Coraline est un conte d'apprentissage, mais un conte qui ne sous-estime jamais son héroïne. Le film ne lui donne pas une baguette magique, ne la sauve pas par un adulte arrivé au dernier moment, ne lui demande pas de pardonner à la belle dame. Il place entre ses mains une pierre, une clé, une boule à neige, une décision. Ces objets sont petits, c'est toute l'idée. Dans un monde où les adultes et les monstres semblent immenses, une enfant peut encore agir avec ce qu'elle remarque, ce qu'elle comprend et les alliés qu'elle accepte.
La dernière force de Coraline est peut-être son refus de choisir entre émerveillement et inquiétude. Les fleurs du jardin sont magnifiques, même lorsque l'on sait qu'elles mentent. Le tunnel reste fascinant, même lorsqu'il devient une fuite. Le spectacle des voisines ne perd pas sa beauté parce qu'il sert un piège. Le film laisse ces images conserver leur puissance tout en révélant leur coût. C'est une position plus adulte que la simple méfiance. Ne pas renoncer à la beauté, mais ne jamais laisser la beauté vous empêcher de poser des questions. Après avoir vu Coraline, la petite porte n'est plus une porte parmi d'autres. C'est le moment exact où une promesse commence à demander quelque chose en retour. C'est la poupée qui observe avant que l'on ne sache qu'elle observe. C'est le bouton noir posé au milieu d'un sourire. Et c'est aussi le geste de Coraline, penchée vers un puits avec Weeby, qui choisit enfin ce qu'il faut laisser tomber pour que le monde reste à elle. Il reste enfin le contraste entre deux mains. Au commencement, les mains de la belle dame décousent une poupée puis la recomposent pour mieux surveiller une enfant. À la fin, la main séparée du monstre cherche encore la clé, comme si tout son pouvoir tenait dans cette habitude de saisir. Entre ces deux moments, Coraline a utilisé ses propres mains pour traverser un tunnel, tenir une pierre, récupérer des yeux perdus, prendre une boule à neige, fermer une porte et lâcher une clé. La belle dame fabrique pour posséder. Coraline agit pour libérer. Cette différence résume toute l'aventure. Le monde le plus séduisant n'est pas celui qui répond à chaque désir avant même qu'il soit formulé. C'est celui où l'on peut regarder les autres sans les réduire à un rôle, où l'on peut demander davantage sans devoir devenir quelqu'un d'autre, où l'on peut quitter une pièce sans qu'une porte se referme derrière soi. Lorsque la fête s'installe dans le jardin du Pink Palace, rien n'est parfait, rien n'est magique, et c'est justement pour cela que Coraline peut enfin y respirer. Dans ce dernier jardin, le détail le plus rassurant n'est pas la décoration, mais le désordre, des verres posés de travers, des voisins qui parlent en même temps, une famille qui apprend encore à se retrouver. Coraline ne possède pas ce monde, personne ne le possède. Elle y a seulement une place, une voix, des yeux ouverts, et cette liberté lui suffit. Et le film peut alors refermer doucement sa porte, sans jamais effacer son éclat.